Bonjour, je suis le professeur Trémolière et donc nous allons aborder aujourd'hui sur ce thème quelle devrait être la consultation, la première consultation de ménopause, donc a priori chez une femme qui va débuter sa ménopause aux alentours de 50 ans. Pourquoi faire une consultation de ménopause ? Il faut le voir un petit peu comme un moment privilégié pour refaire une espèce de check-up pour la femme. En particulier, l'objectif de cette consultation va être d'identifier tous les facteurs de risque de santé qui sont susceptibles d'être aggravés par la carence œstrogénique de la ménopause. Et principalement, on va s'attacher à identifier les facteurs de risque au plan cardiovasculaire, au plan osseux, et puis les risques gynécologiques, qu'il s'agisse des risques sénologiques ou de cancer de l'ovaire ou de l'endomètre. Bien sûr, cette consultation a également pour objectif d'adapter l'exploration qu'on va proposer à chaque femme en fonction des facteurs de risque et en fonction des risques de santé qu'elle est susceptible de développer après la ménopause. On va l'informer sur les conséquences de la ménopause et notamment quelles sont les conséquences de la carence œstrogénique sur sa santé, comme du reste sur son confort de vie, ce qu'on appelle les troubles fonctionnels ou les signes génito-urinaires de la ménopause. On va discuter avec elle des moyens de prévention qu'on va vouloir mettre en œuvre. On va l'aider à choisir parmi les différentes thérapeutiques qui sont disponibles, thérapeutiques non hormonales en fonction de l'objectif recherché, thérapeutique hormonale avec le traitement hormonal de ménopause. Et l'objectif, globalement, ça va être de développer une éducation qui va être tournée vers une meilleure hygiène de vie, en éliminant tous les facteurs de risque qui sont susceptibles, en se surajoutant aux effets de la carence œstrogénique, d'augmenter le risque de certaines pathologies. Quand on parle de risque de santé, donc qu'est-ce que ça représente en pratique, et notamment pour les risques qui sont le plus souvent cités, à savoir le risque fracturaire ou le risque de maladie cardiovasculaire, eh bien on considère que chez une femme qui débute sa ménopause à 50 ans, son risque cumulé d'ici la fin de sa vie de présenter une fracture ostéoporotique est de l'ordre de 40%. Ce qui veut dire qu'il y a environ une femme sur 3 qui fera une fracture ostéoporotique d'ici la fin de sa vie. Donc on comprend comment il est intéressant de dépister les femmes qui aborderaient leur ménopause avec déjà des facteurs de risque compte tenu de cette prévalence qui est loin d'être négligeable. C'est la même chose pour le risque cardiovasculaire et ça c'est un message qui est souvent mal connu de la plupart des femmes où elles sont beaucoup plus enclins à mettre en avant les risques gynécologiques et notamment le risque de cancer du sein qu'il est bien sûr absolument pas question de négliger. Néanmoins ce risque cardiovasculaire est particulièrement important après la ménopause puisque la femme va perdre la protection cardiovasculaire qui est liée à l'imprégnation œstrogénique et on considère que globalement le risque cumulé de mourir d'une pathologie cardiovasculaire à 50 ans est de l'ordre de 45 à 50%. C'est-à-dire que globalement une femme sur deux a un risque de décéder d'une pathologie cardiovasculaire et notamment d'un infarctus du myocarde d'ici la fin de sa vie. Et quand on le met en parallèle par rapport au risque gynécologique et notamment à ce risque de cancer du sein qui est encore une fois très souvent cité par les femmes comme étant un des risques majeurs associés au vieillissement et à la ménopause, eh bien le risque cumulé de faire un cancer du sein quand on débute sa ménopause aux alentours de 50 ans, il est de 9%. Bien sûr, ce risque n'est absolument pas négligeable, mais encore une fois, risque cumulé de fracture ostéoporotique 40%, lorsqu'on a 50 ans en début de ménopause, risque cumulé de mourir d'un infarctus du myocarde de l'ordre de 45 à 50% selon les pays et bien sûr en fonction des facteurs de risque propres à chaque femme. Donc cette première consultation de ménopause, elle va être finalement extrêmement simple puisque ça va être essentiellement des données d'interrogatoire qu'il va falloir recueillir avec toujours cet objectif de rechercher les différents facteurs cliniques de risque qui sont susceptibles de modifier le risque ostéoporotique, le risque cardiovasculaire et en tenant compte bien évidemment des facteurs de risque et des pathologies gynécologiques qui risquent d'influencer la conduite à tenir que l'on va mettre en œuvre pour prévenir les risques de santé dont on vient de parler, à savoir le risque fracturaire et le risque cardiovasculaire. Donc on va recueillir les antécédents personnels vis-à-vis de ces pathologies, les antécédents familiaux et notamment les antécédents au premier degré, les parents, les ascendants éventuellement, toujours vis-à-vis de ces trois facteurs de risque. On va bien sûr interroger la femme sur son passé gynécologique, la date de ses premières règles, la prise de contraception, ses grossesses, les événements éventuels qui sont survenus au cours des grossesses ou lors de l'accouchement, la régularité de ses cycles menstruels jusqu'à l'installation de la ménorrhée post-ménopausique, et puis bien sûr les traitements
qu'elle prend, traitement à visée gynécologique éventuelle, et puis bien sûr tous les traitements qu'elle peut prendre pour un autre problème de santé qui serait indépendant de l'impact de la carence œstrogénique. Donc ça, c'est un volet important de cette première consultation. On va également l'interroger sur son mode de vie, à la recherche toujours des facteurs qui sont susceptibles d'influencer l'évolution de ces risques de santé ultérieurs, notamment la recherche d'un tabagisme, depuis quand elle fume, combien elle fume, si c'est quelque chose qui va pouvoir être corrigé, et on va l'inciter, si elle est tabagique, à arrêter cette intoxication. On va également l'interroger sur son niveau d'activité physique, on va également l'interroger sur ses habitudes nutritionnelles, avec deux focus sur, d'une part, les apports en calcium qu'il va souvent être nécessaire d'optimiser après la ménopause, et puis les apports sur le plan lipidique, puisqu'il y a également souvent un problème de prise de poids qui va se poser dans cette période, je dirais, autour de l'installation de la ménopause. Et puis enfin, on va lui poser la question de l'évolution de ses symptômes. En d'autres termes, est-ce que depuis qu'elle est en aménorrhée, elle présente des symptômes fonctionnels qui sont susceptibles en tant que tels de représenter un motif de prise en charge, notamment avec le traitement hormonal, donc les bouffées vasomotrices, ce qu'on appelle globalement les signes du climatéaire, comme du reste des signes plus spécifiques qui touchent la sphère génito-urinaire, l'une sécheresse vaginale, une dyspareunie, des troubles de la libido, des infections urinaires éventuelles. Donc ce sont des éléments que l'on va rechercher au travers de cet interrogatoire. L'examen clinique, il est extrêmement simple. C'est un examen clinique de médecine générale. On va peser les femmes, on va regarder l'évolution de leur poids, on va les mesurer, et ça c'est quelque chose qu'il faudra faire de manière ultérieure chaque fois qu'on va revoir les femmes en consultation. On va calculer leur indice de masse corporelle pour nous donner une indication de l'évolution pondérale. On va également mesurer le diamètre abdominal qui va nous permettre de définir une modification éventuelle de la répartition corporelle avec ces répartitions de type soit gynoïde, soit androïde, ces profils dits en poire ou en pomme qui vont se modifier au moment de la ménopause. On va après prendre sa tension artérielle, regarder son état veineux périphérique, est-ce qu'elle a déjà eu des interventions d'exérèse de varices, et puis on va faire un examen très simple de la thyroïde, une palpation de la thyroïde, compte tenu d'une certaine augmentation, je dirais, de la prévalence des pathologies thyroïdiennes après la ménopause. Et puis on finira par un examen gynécologique tout à fait standard, avec réalisation, si nécessaire, d'un frottis cervico-vaginal et avec les touchés habituels, ainsi que la palpation mammaire. Est-ce qu'il y a des examens complémentaires à prévoir dans le cadre de ce bilan de ménopause? Ils sont relativement simples. Les examens de suivi gynécologique sur lequel il va falloir réinterroger la femme, donc effectivement l'ancienneté de son frottis, la nécessité de le renouveler, de le refaire s'il est de plus de 3 ans par exemple, la mammographie, et selon que le dépistage systématique ait été mis en place ou pas, selon son histoire propre, selon qu'elle a déjà un suivi gynécologique, on va s'attacher à ce qu'après 50 ans, il soit fait régulièrement tous les 2 ans, et puis plus spécifiquement pour essayer d'affiner un petit peu le profil de risque de notre patiente par rapport à ses risques cardiovasculaires ou ses risques osseux, c'est la bonne période pour demander un bilan glucido-lipidique, une glycémie à jeun, un dosage du cholestérol total, des triglycérides, une étude du profil lipidique de manière à juger éventuellement des modifications de ce profil lipidique, puisque c'est plus préférentiellement dans les premières années de la ménopause que l'on est susceptible de retrouver ces modifications associées à la carence œstrogénique. Au plan osseux, c'est l'examen densitométrique qui, même si cet examen reste discuté dans une démarche de dépistage systématique, représente néanmoins un examen essentiel pour évaluer le risque fracturaire de nos patientes et, à ce titre, peut paraître indispensable chez une femme dans le cadre de ce bilan de santé, non seulement pour évaluer son risque futur d'ostéoporose et la nécessité éventuelle de mettre en place une démarche de prévention, mais également c'est un examen qui, du fait de la très grande hormonosensibilité du tissu osseux, peut nous renseigner sur globalement le niveau d'imprégnation œstrogénique de nos patientes. Et il est certain que la prise en charge, notamment au travers du traitement hormonal qui peut être proposé à notre patiente, sera tout à fait différente si la patiente arrive avec un capital osseux strictement normal, voire même élevé, ou au contraire, s'il y a déjà une dégradation et si l'objectif de ce traitement peut également être, en dehors de la réponse
vis-à-vis des troubles fonctionnels être une prévention du risque d'ostéoporose et d'évolution vers une augmentation du risque de fracture. Voilà globalement les examens qu'il faut faire. On peut également discuter la réalisation d'une échographie pelvienne. Elle ne doit pas être systématique, elle sera orientée en fonction du passé gynécologique de notre patiente. Est-ce qu'elle a des antécédents déjà de fibromes? Est-ce qu'il y a eu un syndrome ménométrorragique en périménopause? Des éléments qui vont être laissés à l'appréciation du praticien et il n'y a pas d'une démarche systématique vis-à-vis de la nécessité à réaliser un tel examen.